Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sidik Diakité, votre modérateur pour ce séminaire en ligne autour de la thématique lecture et dynamique de la communauté Peul, Mali, Niger et Burkina Faso, à la lumière de la théorie des dominos. Avant de commencer, je voudrais faire quelques rappels techniques. Merci à tout le monde de bien vouloir couper les micros durant les interventions. Vous pourrez poser les questions dans l'onglet de chat réunion dans Zoom. Et une session questions-réponses va suivre la présentation qui sera donnée après mon introduction. Et je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que le séminaire il est enregistré et que, il sera rediffusé pour tout besoin, pour ceux qui veulent pas ou qui souhaiteraient revoir cette diffusion. Aujourd'hui, notre réflexion s'inscrit dans une dynamique d'analyse régionale. Comprendre comment les trajectoires de la communauté Peul au Mali, au Niger et au Burkina Faso peuvent être lues sous l'angle de la théorie des dominos. Alors, cette approche nous mène à nous interroger sur les mécanismes par lesquels crise, tension et résilience se propagent et s'imbriquent dans un contexte régional sahélien. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir le professeur Goïta, qui est membre du panel IPES Food, directeur exécutif de l'Institut de recherche de promotion des alternatives pour le développement. Et il est spécialisé en socio-anthropologie du développement et il est aussi spécialiste des systèmes d'éducation et de formation. Il travaille en étroite collaboration avec des organisations paysannes en Afrique et ailleurs. J'ai un peu fait mes devoirs, Monsieur Goïta, je suis allé chercher un peu. Alors, sans plus tarder, je vais lui céder la parole. Professeur Goïta, vous avez la parole. Merci beaucoup, Diakité. Merci à tous les participants à ces webinaires. Je crois que c'est un sujet qui est extrêmement important pour comprendre tous les enjeux qui sont dans cette région du Sahel et particulièrement les trois pays qui viennent d'être cités. Parler d'un conflit, c'est toujours difficile parce que quand on y prend garde, on risque d'être partie prenante du problème, sinon de la problématique. Et donc, avoir cette. J'espère que ces échanges vont nous permettre à chacun de prendre du recul par rapport à ce que nous avons comme lecture de la situation de ces régions, de ces zones qui ont des peuplements divers, mais où il y a une grande partie de communautés qui résident avec le mode de vie, avec des, des modes d'accès aux ressources, mais aussi protection d'un certain nombre de ressources sur lesquelles je vais insister. Alors, ceci étant, je pense que, parlant de la théorie du domino, vous le savez très bien que c'est une théorie qui a été développée euh, lors de la guerre froide. Beaucoup plus un concept géopolitique et qui a essayé donc de faire d'utiliser sur l'expansion du communisme et la manière dont cela pouvait être contagieux, entre guillemets, dans différents pays qui ont des similitudes avec les pays communistes qui étaient particulièrement avec l'URSS, mais aussi de regarder, c'est en amont, mais en aval, de regarder comment est-ce que, luttant contre le système, l'idéologie, on peut couper la source, l'extension de ce qui est en train de se passer dans ce pays-là. Alors, il faut tout simplement qu'il y a une logique qui est derrière. C'est de dire qu'une situation de départ où il y a les conditions optimales pour que
cette situation puisse se propager dans d'autres pays, il y a de fortes chances que les gens ne regardent beaucoup plus la plus-value obtenue en termes de changement social, en termes de repositionnement politique, donc des changements des rapports de force, pour essayer de transformer leur propre société à l'image de ce qui est en train de se passer chez le voisin. Alors donc, nous allons échanger autour de cette question importante de la crise qui sévit dans la zone où il y a un peuplement de peuples extrêmement important. Un pays comme le Mali, le Peul constitue la deuxième communauté en termes de nombre, ce qui est extrêmement important. Mais si vous prenez l'Afrique, l'expansion géographique, linguistique, disons, de la langue Peul, c'est à peu près 11 pays, mais il y a d'autres pays aussi qui en ont, mais qui l'ont des mouvements récents. Alors, j'essaierai d'aborder la problématique de façon historique, ce qui va permettre de prendre du recul par rapport à la théorie déjà, dont les grandes faiblesses constituent essentiellement l'ignorance des spécificités sociologiques, mais aussi économiques des territoires quand on les compare. Donc, c'est un élément extrêmement important sur lequel il faut essayer de réfléchir. Alors, juste pour dire que pour ce qui concerne le Mali particulièrement, je vais aborder les autres pays. Les Peuls ne sont pas les premiers habitants d'une région comme Mopti, parce que la concentration est dans cette zone aujourd'hui. Mais vous avez des Peuls au niveau de la région centrale, Mopti, la concentration. Mais vous avez aussi une partie de la communauté Peul qui ne parle pas Peul au niveau du Wassoulou. Donc, qui ont assisté à toute l'expansion de l'empire du Manding, mais aussi et surtout de tout le combat qui a été mené par Samori Touré sur toute la zone de domination contre le colonisateur. Les Bozos sont considérés comme étant les premières communautés vivant au niveau de cette zone centrale du Mali. Bozo, qui dit Bozo, ce sont des communautés de pêcheurs qui sont associées à l'eau. Alors, il y a quelqu'un qui demande de couper le micro de ceux qui n'interviennent pas parce qu'il y a des interférences de bruit. Ça peut aider à éviter donc ces bruits de fond. Donc, de s'assurer que dans le cas spécifique du Mali, les Bozos sont les premiers habitants, considérés comme les premiers habitants, peuplades liées à l'eau, et par la suite, d'autres communautés ont rejoint, et que les peuples sont venus suite à des déplacements, et c'est au XIe siècle que les Peuls ont commencé à arriver dans cette partie du territoire malien. Donc, la question de l'attachement à la terre, qui est l'un des éléments essentiels de débat qui a été évoqué à un moment, doit être questionné à la lumière de cette approche historique. Donc, des mouvements de population qui, au départ, parce que l'utilisation des ressources a été un élément important de cette installation des peuplades Peul dans la zone due à la convergence des lacs, des bras du fleuve, mais aussi à d'autres ressources qui existent, parce que c'est la zone par excellence de Bourgoutière qui a été un élément déterminant, qui est une alimentation fondamentale du bétail, a été aussi un élément déterminant de peuplement Peul dans cette zone. Alors, il y a un ensemble de communautés qui vivent, et c'est le cas aussi dans cette zone, c'est le cas aussi au niveau des trois frontières. Vous prenez le cas du Burkina Faso ou du Niger, il y a un ensemble de peuplades qui sont installées dans ces zones-là, et donc les Peuls constituent une des communautés vivant dans cette zone et aussi en cohabitation avec les autres, mais aussi utilisant les mêmes ressources. Donc, quand on prend
la manière dont les installations se sont faites progressivement dans la zone, vous vous rendez compte que la question de la violence, la question des conflits, des crises, n'est pas liée à ce qu'on appelle à des conflits de valeurs, mais les déclenchements, c'est ce qu'on appelle les conflits d'intérêts associés à des conflits liés aux ressources. Parce que vous le savez bien qu'en matière de conflits, il y a plusieurs types d'analyses qu'on peut faire. Il y a des conflits qui sont liés au matériel, donc les ressources. Et quand on y prend garde, ces conflits se transforment en des conflits liés au pouvoir, ce qu'on appelle les conflits d'intérêt. Et quand ces types de conflits sont mal gérés, on dégénère vers les conflits de valeurs. Et c'est là où la situation va se compliquer. Donc, historiquement parlant, les premières crises dans ces zones-là, que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, ces crises viennent de la cohabitation entre les professions des différents groupes qui sont installés progressivement à côté des bozos, qui sont des communautés de pêcheurs. Agriculteurs et éleveurs, vous prenez la peuplade, les peuplements Dogon, qui sont venus au même moment que pratiquement au même moment que les Peuls, sont des agriculteurs et les peuples sont venus avec les bétails. Et de petit à petit, il y a eu des conflits autour de ces ressources-là. Et ces conflits ont dégénéré à ce qu'on appelle les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Donc, c'est la première catégorie de conflits qui a surgi dans cette zone. Et donc, ces conflits étaient autour des ressources. Et puisqu'il y a eu par la suite beaucoup d'amalgames, il y a des années, quand il y avait des réflexions autour de ce qui se passait, conflit entre éleveurs et agriculteurs, on parlait plutôt de conflit entre agriculteurs et Peuls. C'est une question de perception. Diakité a dit, je ne suis pas anthropologue, hein, je suis économiste, mais je suis socio-économiste. Mais avec, par rapport à des centres d'intérêt, beaucoup d'études anthropologiques, bien sûr. Et quand on voit la manière dont ces conflits étaient traités, on parlait de conflits entre, la plupart des cas, conflits entre agriculteurs et Peuls. Parce que pour les communautés, les personnes extérieures à ces milieux, tous ceux qui ont les bétails sont des Peuls et tout Peul est un éleveur. Et ça, c'est un élément qui a été déterminant et qui a fait basculer progressivement ces conflits autour des ressources vers des conflits de pouvoir. Excusez-moi, Un élément professeur. fondamental. Je voudrais juste poser une question parce que là, j'ai une question qui m'est suscitée par rapport à ce que vous avez dit. Est-ce que justement Oui, c'est ce qui a culminé avec ce qui s'est passé à Ogosagou? Parce que à un moment, on entendait parler de Don Ambassago qui s'opposait beaucoup à la Katiba Masina. tout à fait. Ça, c'est déjà une transformation. Parce qu'on on est arrivé à cette génération de conflits qui étaient devenu un conflit de valeurs, c'est-à-dire un conflit autour de... Parce qu'on attribue déjà un certain nombre d'éléments beaucoup plus profonds que la seule gestion des ressources et que la seule gestion du pouvoir. Parce que la question du pouvoir est intracommunautaire d'abord. C'est pour ça que je dis cette approche historique, elle est importante parce qu'elle permet de se démarquer un peu plus des perceptions qui ont conduit à la situation que nous avons aujourd'hui. C'est pour ça que la limite de la théorie domino va être perçue pour voir que les trajectoires, les volontés d'avancer vers ce conflit ne sont pas forcément partagées et que ce qui est recherché, le lien qu'on fait entre la situation de conflit des communautés Touareg et ce qui se passe au niveau de la communauté Peul et ses autres voisins, c'est pas du tout la même chose parce qu'il y a la recherche de la domination territoriale et même de se détacher
d'un pays, mais de l'autre côté, la recherche, il y a plusieurs types de pensées qu'on va avoir. La recherche de protéger ce qu'on a, mais aussi de pouvoir se venger par rapport à ce qui s'est passé. Donc, il y a un ensemble de choses qui ne sont pas liées forcément au même type de conflit. C'est ça qui est la complexité de la situation qu'on voit aujourd'hui. Et c'est pour ça que les questions d'imitation ou d'extrapolation posent un certain nombre de questions fondamentales sur lesquelles on doit travailler. Alors, au Gosagou, il y a eu finalement une polarisation du conflit entre les Dogons et les peuples qui sont venus au même moment. Mais il y a les autres communautés qui sont dans la même zone. Pourquoi ne sont pas impliquées dans la situation que nous vivons aujourd'hui? C'est ça la question fondamentale. Pourquoi les Bozo, pourquoi les Somono ne sont pas cités dans la situation que nous vivons aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on polarise la situation entre les Peuls et les Dogons? C'est parce que il y a l'usage des ressources qui est une dimension fondamentale, et à l'intérieur de la communauté Peul, il y a aussi une diversité de perception de l'accès aux ressources qui est fondamentale. Et quand les autres questions viennent s'ajouter, auxquelles je vais revenir, la question spécifique des jeunes, on va se rendre compte que la situation est beaucoup plus compliquée que ce qu'on est en train d'analyser à l'extérieur. Le Burkina est dans la même situation que le Mali. Même si les Peuls sont minoritaires dans cette zone, comme le cas du Niger, mais il y a les questions liées à la protection des ressources, les questions liées aujourd'hui à la vengeance qui ont été déterminantes pour qu'il y ait se donner la main pour accéder aux ressources, se protéger, mais aussi essayer de s'étendre sur les autres. Donc, d'étendre l'hégémonie sur d'autres territoires. Ce n'est pas venu de façon fortuite. Donc, il y a des Markas, il y a des Bambara, il y a des Bozo, il y a des Somono qui sont les deux communautés. Somono et Bozo sont les deux communautés de pêcheurs dans cette zone-là. Et il y a aussi différents types aujourd'hui d'acteurs, dont la grande majorité se retrouve dans les groupes armés, qui sont les Rimaïbé, et qui sont des anciens, considérés comme des anciens esclaves, affranchis ou non, et qui sont à l'intérieur aussi de cette communauté aujourd'hui, et qui ont pris part à la situation actuelle que nous vivons. Donc, quand on regarde les modes, le processus par lequel la conquête de l'empire du Massina s'est étendue, on voit bien que là-dessus qui a été utilisé, le communautarisme qui a été utilisé pour justifier en fait la conquête de ces territoires, a des répercussions sur ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Parce que la question de protéger ses ressources, donc ça veut dire le bétail et ses moyens d'existence, de protéger à travers ça la croyance que l'on a par rapport à la nature, contrairement à d'autres comme les peuplades Dogon, qui avaient d'autres types de croyances et d'autres types de rapports avec la nature. Donc, dans l'agriculture, plus extension, plus des ressources qu'on considère comme étant la destruction des ressources qui est leur protection pour l'alimentation du bétail ou d'autres choses. Et donc, mais la religion qui a été impliquée, parce que tout simplement, cette communauté Peul était déjà spirituellement dans la religion musulmane et avait une autre perception de ce qu'était l'accès à ces ressources-là et sa protection par rapport aux animaux et d'autres et à ses biens. Donc ça a été un élément, c'est un élément important sur lequel on doit pouvoir travailler. Si vous regardez tous les travaux qui ont été menés, cette question d'accès et de perception par rapport aux ressources, c'est une question extrêmement importante. Donc, le Burkina Faso, qui a connu une partie des déplacements des communautés Peul du Mali, a eu aussi les mêmes problèmes parce que les zones dans lesquelles les Peuls se sont installés étaient des zones déjà occupées par des agriculteurs. Cette fois-ci, par des bozos qui utilisaient seulement l'eau,
mais pas la terre ferme pour leurs moyens de production. Ils utilisent la ressource eau parce qu'il y a une combinaison. Mais la ressource qui n'est pas compétitive à l'époque, tout simplement parce que la surface occupée n'est pas une surface utilisée pour, de la même manière que la terre ferme, qui était beaucoup plus compétitive. Parce qu'on oublie que au-delà donc de cette spiritualité que les bozos ont par rapport à l'eau, c'est la même chose que le Dogon a par rapport à la terre et à ses ressources. Et c'est la même chose que le Peul a par rapport aux ressources qui sont liées aussi à l'alimentation du bétail et à d'autres. Donc, les bourgoutières, la perception. Donc, si vous prenez ces choses que vous les combinez, vous voyez que le débat sur l'allochtonie ou d'autres sujets sont liés fondamentalement à la question de ces ressources-là, mal gérées et qui ont dégénéré pour créer la situation que nous connaissons aujourd'hui. Mais les portes d'entrée ne sont pas les mêmes, donc les centres d'intérêt de ces peuples du Burkina Faso, du Niger et du Mali, a priori, n'étaient pas les mêmes choses. Les centres d'intérêt n'étaient pas du tout, ne convergeaient pas. Il y a une diversité de situations donc, qui sévissaient dans ces zones-là. Ce qui était partagé au départ, qui était la religion, n'était plus juste une chasse gardée des communautés Peul, puisque par la suite, les communautés Dogon, les communautés Bozo et d'autres communautés étaient devenues aussi musulmans que eux, donc c'est devenu presque un dénominateur commun. Et donc, tout tournait autour des ressources. Mais la porte d'entrée qui a été utilisée par certains a été la question communautaire, donc qui est liée à la spécificité des pratiques de vie et de coutume, mais qui, pour la plupart des cas, pour les peuples, s'apparente, disons, à la religion musulmane, qui est une religion importée, mais qui a trouvé des pratiques qui liées à l'accès aux ressources. Donc, sans rentrer dans les détails de certaines des spécificités, la question de divagation des animaux, la question de l'extension des terres cultivables, la question de la fermeture d'un certain nombre de voies pastorales a été un élément important, des éléments importants qui ont amené à exacerber ces conflits-là. Donc, au départ, c'était des conflits entre éleveurs et agriculteurs qu'on avait, que les gens ont qualifié de conflits entre agriculteurs et peuples de façon abusive, ce qui a déjà stigmatisé la perception de beaucoup d'acteurs par rapport à la communauté Peul. Donc, entre-temps, il y a des rébellions, effectivement, au nord du Mali qui ont éclaté et qui sont étendues au niveau du Niger par une partie de la communauté Touareg. Donc, qui était la communauté, finalement, à travers ces différentes rébellions, non seulement ont appris les métiers des armes, mais on trouvait aussi les circuits d'approvisionnement en armes dans la région. Donc, quand on voit le type de trafic qui s'est fait dans cette zone-là, on ne doit pas oublier que c'est entretenu par rapport aussi à l'apprentissage qui s'est passé progressivement avec certaines communautés, en tout cas certains clans de la communauté Touareg, et qui a permis justement de pouvoir accéder à des ressources pour se protéger, mais aussi l'hégémonie de se détacher du reste du pays est venue de là pour le cas du Mali. Ce qui n'était pas le cas du Burkina Faso, mais c'était aussi le cas qui a été à l'époque exporté au Niger, où les mêmes catégories de rébellion pour détacher ce qui a été appelé l'Azawad, donc qui va au-delà, donc qui est venu par la suite. Donc pour créer la situation qu'on a connue. Mais donc la finalité de ces crises n'était pas les mêmes. Il y a un groupe qui voulait protéger ses ressources, qui voulait protéger son parcours, le parcours de son bétail. Donc, où dans un moment, ça a été instrumentalisé à l'intérieur pour se transformer en conflit de pouvoir. Et après, donc, le conflit de valeurs s'y est greffé par tout simplement la gestion qui a été faite dans ces conflits, et vous allez trouver beaucoup d'écrits là-dessus, c'est que l'administration publique a été le facteur essentiel de l'exacerbation
de ces crises-là et les transformations aujourd'hui et à ce qu'on assiste pour parler de la problématique Peul. Je ne parle pas de problème Peul, de la problématique Peul. Mais il y a aussi cette problématique-là de l'administration et du comportement de l'administration qui a contribué aussi à exacerber la situation de cette communauté touareg. Parce que il y a eu beaucoup de prédation de ressources de la communauté Peul, tout simplement parce qu'elle était aussi la plus riche. Donc, les questions de justice, l'accès à la justice, tout simplement, a été dénié à la communauté Peul parce que c'était un moyen d'enrichissement par l'administration publique. Ce qu'on ne peut pas trouver chez l'agriculteur, on peut le trouver au niveau du Peul, de la communauté Peul, qui était éleveur et qui avait les ressources nécessaires, et parce que la mobilité aussi, était aussi de ce côté, donc il y a eu beaucoup d'abus. Mais en dehors de ces abus, il y a aussi d'autres communautés qui ont pillé les ressources. C'est l'implication du Niger dans la communauté Peul du Niger, dans la situation des crises que le Mali a connues et que le Burkina commençait à avoir, avec aussi les mouvements des animaux. Parce qu'il y a eu beaucoup d'abus, de vol de bétail, dans la plupart des cas par des communautés touareg, mais avec la complicité d'une partie de l'administration publique de tous les pays, tous ces pays, y compris le Niger lui-même, parce que les vols de bétail, s'ils étaient fréquents du côté du Mali et du Burkina, c'est du côté du Niger que la grande partie s'est passée et les bétails étaient retournés, étaient, disons, transférés avec la complicité de beaucoup d'administrateurs publics pour venir sur le territoire malien et être vendus dans les grands marchés qui étaient connus de Diafarabé et qui s'étendaient aussi souvent pour venir jusqu'au niveau du sud du Mali pour être vendus. Donc, ça a été des éléments déterminants qui ont conduit, quand la deuxième rébellion a éclaté, la troisième rébellion a éclaté au niveau du nord, à des communautés aussi, de chercher à se protéger. Donc, les Bororé, par exemple, du Niger, qui ont été victimes de beaucoup de vols de bétail, ont commencé à envoyer des enfants aussi à assister à la prise des armes, non seulement pour pouvoir être formés, mais aussi pour pouvoir connaître les circuits d'achat des armes pour se protéger. Protéger leur bétail et protéger la communauté contre ce qui est en train de se passer. Donc, vous voyez que l'intérêt à participer à la crise par certaines communautés, c'est considéré comme étant des moyens de protection. Leur intérêt, c'était de se protéger leur bétail et de protéger, pas pour protéger l'identité, ni de protéger une religion quelconque, mais de protéger leurs biens, mais au-delà, l'opportunité que les rébellions offraient pour aller rechercher les moyens qu'on les avait volés. Donc, une grande partie de la communauté Peul du Niger rentrait dans cette situation conflictuelle, pas pour promouvoir l'islam radical, pas pour essayer de se détacher en termes de rébellion du reste de leur pays, mais pour se protéger et maintenant être aussi à mesure de montrer les muscles aux autres pour dire qu'on peut nous aussi nous défendre. Mais l'autre partie, c'est plutôt des conflits intracommunautaires, parce qu'il y a ce qu'on appelle les conflits. Dans certains cas, ça a dégénéré, et là aussi, à l'intérieur de la communauté Peul, le conflit est beaucoup plus exacerbé qu'avec l'extérieur. C'est pour ça aussi, quand on parle de la théorie domino, on va interroger cette histoire. Comment est-ce que les populations Peul, considérées comme étant les cadets sociaux, une partie qui vient de la communauté appelée esclave, comment est-ce qu'ils font pour accéder aux ressources dans le cadre de la transhumance? Parce que les règles de la transhumance étaient claires avant. Les chefs traditionnels avaient la responsabilité
de l'utilisation équitable de ces ressources-là. Il faudra me signaler quand je vais accélérer un peu le pas pour aller vers la deuxième partie de cette présentation. Parce que malheureusement, je n'ai pas Professeur, chronométré. prenez Oui, votre temps. oui. Je pense que tous ici, on a envie Ah, d'aller d'accord. au fond OK. du sujet. Donc, prenez votre temps. On aura ensuite D'accord. tout le temps pour la suite du débat. Très bien. Donc, quand on voit l'accès aux ressources était de façon équitable, les peuples, les groupes qui venaient avec leur bétail, vous savez, c'était des événements traditionnels assez importants, la traversée du fleuve pour accéder aux ressources et puis aller en transhumance. Et les retours étaient aussi célébrés comme tels. Mais l'arrivée du bétail dans des espaces de pâturage était l'opportunité de montrer l'équité entre les différents groupes à l'intérieur de la communauté Peul ou Touareg, parce que là, il y avait les allers-retours de différents types de communautés ou les communautés arabes. Le premier venu était le premier servi et puis le bétail continue. Mais finalement, les chefs traditionnels ont commencé à monnayer l'accès aux ressources. Donc, il y a certains qui venaient avec les animaux et qui passaient un temps relativement long sans pouvoir accéder. Mais ceux qui venaient et qui donnaient le bétail, qui donnaient de l'argent liquide aux leaders soit religieux, parce que la plupart aussi des chefs traditionnels étaient des leaders religieux, qui avaient des talibés. Donc, ils permettaient à ce que ces bétails-là puissent rentrer. Et puisque les ressources étaient de plus en plus limitées, donc finalement, ceux qui restaient, soit perdaient les bétails, soit étaient obligés de rebrousser chemin, soit ils étaient obligés, eux aussi, de faire les mêmes pratiques de corruption pour pouvoir passer. La rébellion Touareg, entre guillemets, a été l'opportunité pour eux aussi de chercher à renverser la tendance. Beaucoup vont le dire, c'est le moment ou jamais de changer les rapports de force. Donc, l'accès aux ressources a été un moyen pour eux, non seulement d'accéder à des groupes mieux armés qu'eux et mieux formés que sont les Touaregs, mais aussi de dire, nous allons aussi renverser l'ordre établi, qui a été établi de façon aussi artificielle dans notre communauté, en nous considérant comme étant des esclaves ou d'autres types de sous-hommes à l'intérieur de cette communauté. Et donc, il y a une partie qui est dans cette logique-là. Toutes les communautés, tout ce que vous voyez comme responsable aujourd'hui des groupes armés, la plupart sont issus de ces communautés marginalisées à l'intérieur. À commencer par quelqu'un comme Amadou Koufa, donc qui était d'une communauté de musiciens, qui a fait difficilement l'école coranique, difficilement il a pu accéder aux ressources même pour pouvoir étudier, et qui était musicien. Et donc, il sort de communauté griot à l'intérieur donc de ce groupe considéré comme noble. Donc, beaucoup de jeunes aujourd'hui se retrouvent dans la situation de cette crise, tout simplement parce que ils veulent renverser la tendance qui était la tendance dominante de leurs parents, qui se sont soumis et aujourd'hui, ils ne sont plus en mesure de se soumettre. Donc, ils ont cherché l'art, le métier, disons, de chasseur, parce que c'est un peu ça. Ils partent sous le label chasseur, de dozo, pour accéder à la formation et aux armes et essayer de renverser le pouvoir existant. Pas pour se détacher de la communauté, mais de renverser la tendance qui est le pouvoir existant et des leaders traditionnels de ces communautés. Donc, cette partie est le conflit interne, c'est intracommunautaire à la communauté Peul, qui existe aussi dans ces zones. Et donc, ce qui s'est passé avec Amadou Koufa était dans cette logique, mais la question religieuse est venue tout simplement parce que sa trajectoire personnelle a aussi rencontré des difficultés par rapport à cette l'hégémonie des chefs religieux et qui imposaient des ressources à ceux qui ne l'ont pas du tout pour pouvoir étudier. Donc, ne pas devenir comme eux,
Et puisqu'ils ont pu étudier dans les conditions difficiles, je crois que ça a été aussi un élément déterminant de vengeance qu'ils voulaient avoir au niveau de ces communautés-là. Donc, on voit par rapport à ça qu'il y a différents angles d'attaque des crises qui sévissent aujourd'hui. Les liens qui existent entre ces différents groupes, c'est comment accéder aux armes, comment se former, mais après chacun se débrouille dans son combat. C'est ça qui rend difficile la chose. La communauté Touareg qui s'est soulevée, parce qu'il y en a deux, il y a d'autres communautés qui sont soulevées, voulait la séparation avec le pays, tandis qu'il y a un deuxième groupe qui s'est soulevé, qui voulait protéger et qui finalement avait été instrumentalisé à un moment pour s'associer à des groupes islamistes, tout simplement pour se repositionner par rapport à leur propre clan. Donc, le conflit était à l'intérieur. C'est pour ça que vous avez vu le général Gamou comparé à quelqu'un comme Yad Agali, qui sont complètement opposés, parce que Yad Agali, il a toujours été un chef traditionnel au niveau de la communauté Touareg dans son clan. Il a été un responsable administratif au Mali et un conseiller du président de la République du Mali. Il a été diplomate du Mali et conseiller spécial encore à la présidence du Mali. Et finalement, c'est l'un des plus grands trafiquants de carburant, d'armes et autres choses. Et aussi qui enlevait la plupart des otages qui ont été enlevés provenaient de son groupe de jeunes. Et donc, du coup, les visées islamistes qu'on a données, la plupart de ces groupes ne l'ont pas. Parce que le dénominateur commun était l'islam. Mais la question de l'accès à ces ressources, qui a dégénéré, a été un élément déterminant pour aller vers un conflit de pouvoir, qu'on appelle le conflit d'intérêt, lié au positionnement, et finalement, puisque maintenir la cadence, la tendance, disons, qui sévissait, et ça s'est finalement transformé en conflit de valeurs. Donc, qui a utilisé l'islam comme étant la porte d'entrée parce que la communauté Dogon a été impliquée en tant qu'utilisatrice aussi des ressources, et parce que tout simplement, les communautés, les autres communautés, Marca et Bambara, qui aussi étaient dans la zone et qui sont des professions agriculteurs, qui sont agriculteurs de profession, se sont associés aussi à ces groupes-là pour protéger une partie des ressources qu'ils avaient spoliées au niveau de la terre. Donc, tandis que si vous voyez le concept d'islamiste, et vous le savez bien, parce que le musulman dit « Dieu me protège ». L'islamiste dit « Je protège Dieu parce que Dieu est agressé et moi je dois le protéger ». Mais si vous discutez aujourd'hui avec la plupart de ces leaders qui sont au niveau de groupes armés, je crois que cette question de la spiritualité, de protéger Dieu, n'existe pas dans les discours et n'a été qu'un argument pour aller là où nous sommes actuellement. Donc, la radicalisation est venue chez certains pour amplifier le niveau de combat qu'ils ont, pour se repositionner par rapport à ce qui existait, mais la cause profonde de ce qui se passe aujourd'hui dans ces pays n'est pas liée à la religion. La cause profonde. C'est pour ça que le conflit, il est plus interne. Ce sont des Maliens qui se battent au Mali, ce sont des Burkinabés qui se battent au Burkina, ce sont des Nigériens qui se battent au Niger, mais le cas des Nigériens est un tout petit peu différent parce que les ressources qu'ils avaient perdues étaient allées sur d'autres territoires, donc ils ont transposé. C'est pour ça que le Moujao Peul, qui a été appelé Moujao Peul, et qui était basé à Douanza au Mali, donc qui était le groupe le plus cosmopolite, parce que là, il y avait des Burkinabés,
des Nigériens et des Maliens était composé essentiellement des Nigériens. Le Moujao international qui était vers Gao avait des Touaregs, avait des Peuls, mais la partie Peul s'est très vite détachée parce que les causes de combat n'étaient pas du tout les mêmes. Ils sont partis. Ça montre bien cette distinction qui nécessite d'être faite. Donc, quand on regarde, ce n'est pas du tout par mimétisme que les autres conditions se sont créées, mais c'est par sentiment de recréer une sorte d'équilibre qui a été à l'origine des alliances qui se sont construites. Et ces alliances-là sont autour de l'accès aux ressources, mais aussi d'aider aux ressources pour se protéger, mais aussi d'aider à avoir les formations nécessaires pour avancer. Donc, c'est une opportunité. La rébellion n'a pas fait d'effet pour transformer le côté spirituel de la communauté Peul à s'engager pour un islamisme radical sur le territoire malien, mais plutôt une opportunité pour accéder aux armes et à la formation pour se protéger. Mais pour certains, pour renverser la tendance par rapport à l'organisation communautaire de leur communauté à l'intérieur. Professeur, je voudrais vous relancer dans ce sens. Excusez-moi de vous couper. Oui, allez-y. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous ne pensez pas que la religion, au-delà du fait que on la considère ici comme minime dans le cadre de ce conflit, est-ce que vous ne pensez pas que ça soit quand même un facteur de mobilisation non négligeable? Parce que Tout à avec fait. Moukou Amadou, ça a été le cas. Vous avez parlé du Massina. Aujourd'hui aussi, c'est le cas, je pense. Il y a beaucoup qui sont quand même dans ces mouvements. Parce que quand ils étaient plus jeunes, ils ont fait la médarsa. On leur a raconté des histoires de leurs ancêtres qui ont fait ci, qui ont fait ça au nom de l'islam. Donc bon, je pense quand même que cette mémoire-là, non seulement elle est vive, mais aussi il y a ce désir de violence mimétique qu'il y a, de vouloir reproduire la même chose, quelque part. Est-ce que vous pensez que c'est réel ou c'est pas Oui, du tout? oui, c'est la dernière partie que je vais aborder tout à l'heure. C'est-à-dire que ces leaders-là ont compris que tous les outils qu'ils ont utilisés, que ce soit les armes, l'apprentissage, que si la question, ils arrivent à transformer ce conflit en un conflit de valeurs qui est lié à la religion comme l'islam et la manière dont la grande majorité des enfants ont pu être éduqués, c'est là où les alliances vont être les plus fortes. Et c'est ça qui a amené cette transformation du conflit, pas seulement un conflit de valeurs intracommunautaires lié au repositionnement politique des uns et des autres à l'intérieur de la communauté, les leaders religieux par rapport aux élèves, les esclaves par rapport aux nobles, les gestionnaires des ressources par rapport aux utilisateurs de ces ressources-là. Donc, ils ont compris que tout ceci devrait être facile à gérer. Mais la jeunesse qui désœuvrée, dans la grande partie, avait du mal à pouvoir se positionner, mais où la grande majorité avait fait aussi des écoles coraniques, avec tout ce qu'il y a eu comme éducation, ils ont trouvé ces leviers pour l'activer. Le levier, c'est aujourd'hui le fondement. Tous les jeunes on va interroger, la grande majorité, ils ont pris les armes à titre personnel. Se positionner ou se protéger, parce que si vous ne rentrez pas, on élimine ta famille ou autre chose, mais surtout pour échapper, disons, à ce mouvement d'ensemble, parce que pour eux, la victoire est au bout, et ceux qui vont gagner, c'est eux qui vont imposer les règles du jeu, spirituellement, mais aussi matériellement à la communauté. La plupart d'entre eux, les jeunes collègues qui ont travaillé sur les thèses ici, ils ont interrogé énormément de jeunes, et c'est le discours qui revient. La grande majorité, ils ont pris les armes à titre personnel, mais la conviction religieuse a été un élément mobilisateur, une catégorie de jeunes, mais aussi une catégorie de la communauté qui
rattachés à la cause religieuse. Mais en sachant que les mêmes groupes qui étaient combattus sont des groupes aussi qui ont une conviction religieuse musulmane et qui n'est pas niée dans ces cas. Donc, le djihadisme pour Dieu, il est extrêmement faible dans les cas spécifiques des pays du Sahel ici. Le djihadisme pour Dieu, il est faible. Mais il est utilisé aujourd'hui pour beaucoup de choses. Je peux te donner des exemples avec beaucoup de ces leaders religieux avec qui je connais, que ce soit Yad, que ce soit Amadou Koufa, que je n'ai pas connu, mais que j'ai beaucoup lu sur lui. Mais Yad, je l'ai connu. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité musulmane, je vais dire. Pour plusieurs raisons. Ils ont fait de grandes études islamiques, mais c'est une forme de... Si on ne comprend pas ça, on a des problèmes. La cause religieuse, c'est le niveau d'escalade le plus élevé qu'on peut trouver. Parce que c'est là où les gens perdent beaucoup la raison et c'est là où les gens lient leur existence et sont prêts à se battre. Donc aujourd'hui, la religion est devenue un des éléments fondamentaux de la situation qu'on connaît parce que les conflits ont été mal gérés par les États. Et donc, l'élément qui pouvait faire la convergence, ceux qui se battent pour les ressources, vous retrouverez les règlements de la charia par rapport à ça qu'on va mettre sur la table. Ceux qui veulent changer l'ordre des choses pour dire nous sommes tous égaux, je crois que la porte d'entrée, c'était aussi l'islam qui pouvait aider à régler. Ceux qui aujourd'hui veulent défendre leurs biens, la religion était la voie la mieux indiquée pour dire quelqu'un doit se battre pour protéger sa famille. Pour sa famille, c'est aussi les biens de sa famille, ses animaux, sa nature, etc., etc. Et donc, je crois que c'est extrêmement important et on analyse de façon superficielle cette question comme si c'est venu comme ça du ciel, mais c'est la manière dont le conflit a été géré, la manière dont les gens ont compris les implications de la religion qui a amené aujourd'hui ces discours religieux qui est au devant de la scène. Mais la plupart de ces gens sont des drogués. La plupart de ces gens sont régulièrement dans des pratiques qui n'ont rien à voir avec la religion. Mais la question, la problématique aujourd'hui reste claire qu'il y a un problème qui s'est stigmatisé au niveau communautaire avec des perceptions, des stigmatisations et qui ont radicalisé certains. Mais la plupart des cas, le radicalisme est venu tout simplement pour pouvoir brouiller les pistes de ce que nous avons assisté au départ. Voilà, donc je crois que je vais peut-être conclure par là pour permettre à ce qu'on puisse aller vers des débats beaucoup plus approfondis. Donc, si vous voyez le comportement des armées dans les trois pays qui, dès le départ, ont analysé ces crises comme étant des formes de rébellion contre l'ordre établi, ce qui a contribué à créer la situation que nous savons aujourd'hui. Qui connaît le nombre de groupes armés qui existent au niveau de ces trois pays? Personne. Tout simplement parce que mais la connexion entre ces groupes-là, elle n'est pas évidente. Parce que les noms qu'on donne au niveau international n'ont rien à voir avec les mouvements qui existent aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements incontrôlés autour d'autres sujets, mais qui lient leur pratique à la cause religieuse, mais qui est complètement différente. Donc, il faut analyser le problème de façon plus complexe pour voir l'approche historique qui nous indique bien qu'on a beaucoup de corrections sur la théorie du domino, il y a beaucoup de corrections à faire et que la réflexion géopolitique va être un élément fondamental pour démontrer que il y a les liens de cause à effet par rapport à la crise territoire que nous avons n'est pas forcément, il n'y a pas de connexion directe ou de mimétisme qui sont à l'origine, mais qu'il y a certaines communautés
qui ont, par rapport aux pratiques, sont en train de créer les mêmes conditions que d'autres, mais par rapport aux origines et à la cause de leur combat, et il y a beaucoup de choses qui méritent d'être approfondies. Et voilà, donc, puisqu'il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles on peut s'entretenir, la problématique du djihad dans cette région, en lien avec ce qui se passe dans la communauté Peul, doit être revue comme étant une conséquence du problème, mais pas la cause. Et que la cause profonde est liée à la question de l'accès de contrôle des ressources et qui a amené à créer des situations de conflit d'intérêts entre des communautés où certains individus ont émergé et qui ont vu leur pouvoir menacé ou qui ont vu leur pouvoir s'étendre et qui ont utilisé, instrumentalisé la religion pour devenir l'arme fatale qui a créé tout le désordre que nous connaissons dans cette région. Et on doit passer par les moyens appropriés d'accès à ces causes profondes-là pour pouvoir régler le problème que nous connaissons. Voilà, je vais m'arrêter là en espérant il y a juste des pistes qui peuvent permettre de faire le lien entre ce qui se passe aujourd'hui dans les pays du Sahel, à travers les communautés Peul surtout, qui ne sont pas les seules du tout à agir, et cette théorie qui indique bien qu'on peut avoir des répliques de ce qui se passe, mais que ces répliques n'ont pas forcément les mêmes causes au départ et puis ne peuvent pas avoir les mêmes conséquences aussi à l'arrivée, comme c'est le cas que nous avons au niveau du Sahel. Voilà, donc je vais m'arrêter ici et laisser la parole aux participants. Merci infiniment au professeur Goïta pour cette présentation très éclairante. J'ai beaucoup de questions personnellement, j'ai beaucoup de questions, mais je pense que je vais laisser la parole au panel après avoir respecté l'adage qui dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc bon, professeur, ma question c'est, est-ce que du coup, j'ai beaucoup aimé votre relecture historique de ce que j'ai compris, ce qui se passe au Sahel aujourd'hui, c'est fondamentalement relié aux conflits socio-professionnels, notamment avec l'arrivée successive des Peuls et les autres communautés Dogon qui ont suivi l'installation originelle des Bozo dans la région de Moti principalement. Donc bon, moi je voudrais savoir, est-ce que du coup les djihad de Sékou Amadou, de Omar Tall, de Ousmane Danfodio, est-ce que tous ces djihads-là avaient un fondement religieux ou alors c'était que lié aux ressources comme vous avez dit? Parce qu'il y a quand même le caractère de l'État qui a suivi généralement. C'était généralement des États, un, théocratiques et deux, communautaires. Donc bon, moi, dans mes travaux, je traite la valeur religieuse comme une conséquence de plusieurs mésententes sociaux, comme vous l'avez défini. Mais cette valeur religieuse a une très grande composante de ce qui advient aujourd'hui au Sahel. Parce que quand les djihadistes ils conquièrent des territoires, ils font asseoir des juges musulmans, ils ont une gestion du territoire qui ressemble beaucoup à ce qui est décrit dans la Sunna. Donc bon, moi je me dis que quelque part, c'est une des composantes fondamentales quand même du dispositif de l'insécurité au Sahel. Après, je sais pas, est-ce que vous voudriez prendre plusieurs questions ou alors vous allez répondre à celle-là et ensuite on passe aux autres? Et s'il y a des questions, on va les prendre. Peut-être on prend plusieurs questions à la fois et puis ça permettra Parfait. peut-être de répondre à certaines ensemble. Parfait. À tous, le chat il est ouvert pour toutes les questions. Vous pouvez commencer à écrire. Le procès va répondre au fur et à mesure. Merci. Oui, non, tous les mouvements djihadistes ont joué un rôle aujourd'hui dans la situation actuelle parce que, à un moment, il y avait des jeunes qui étaient vraiment dans la logique, et même Amadou Koufa, il a fait allusion à cette recomposition de tout ce qu'il y a eu comme combat
de ces leaders Peul, qui ont été aussi ses idoles, en tout cas ses références dans l'organisation de ses troupes, parce qu'il était, d'abord, il voulait rassembler le maximum de strates sociales au niveau de la communauté Peul et, et chercher aussi un peu de soutien en termes de règles pacifiques de cohabitation avec certains voisins pour justement aider au combat de l'islamisation, en tout cas de la gouvernance du pays à partir de la charia. Donc ça déjà, le fait d'essayer de conceptualiser sur la base des conquêtes djihadistes de tous les leaders religieux que vous venez de mentionner montre bien qu'il y avait eu cette tentative. Malheureusement, ça a pris à un certain niveau, mais après, ça a complètement lâché parce que les jeunes il y a certains jeunes qui sont partis pour cette spiritualité, pour suivre, ils étaient convaincus que les autres étaient des problèmes. Donc, c'est la religion qui peut aider à mettre en place cette équité. Mais ils ont eu une désillusion du moment où les différents butins qu'ils avaient lors des attaques de certaines localités, ces butins, la répartition était complètement inéquitable. Donc, c'est comme si on reproduisait, il y a des jeunes que nous avons eu l'honneur de recevoir ici, qui nous ont dit complètement, mais à chaque fois qu'ils avaient des ressources, ce sont les mêmes chefs qui prônaient l'équité, ce sont eux qui étaient les grands bénéficiaires de tout ce qui pouvait se passer. Donc, eux, ils partaient au front, mais en réalité, tout ce qu'il y avait, on s'intéressait plus aux ressources en retour qu'à l'expansion de la domination de l'islam dans ces zones-là. Donc, il y a une grande partie qui est retournée. Et à l'international, la plupart de ceux qui étaient venus aussi aider au centre, la plupart sont vite partis parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas une idéologie constante. Mais ceci étant, ça a été un moment le leitmotiv de la conquête d'un certain nombre de territoires, et à commencer par les communautés Dogon, mais qui, eux aussi, avaient toutes ces organisations qui commençaient à parler de protection, mais aussi de reconquête des espaces, de profiter des reconquêtes des espaces aussi qu'ils avaient perdus par rapport au mouvement des animaux. Donc, moi, oui, que les velléités djihadistes des empires Peul, ça a été des références et même des formes organisationnelles de la société qui ont été prônées au départ et qui aujourd'hui, pour certains, ils continuent à y penser. Mais je pense que cette idéologie est devenue beaucoup plus faible, très faible, parmi les groupes qui sont actuellement en train de sévir dans ces zones-là, et soit en complicité avec d'autres acteurs, soit parce que l'espace même ne s'y prête plus. Et donc, les attaques contre l'armée, au départ, se sont transformées finalement à des attaques contre les communautés qui sont les propres communautés des fois. Donc, on voit bien que ce n'est pas une conquête d'un espace parce qu'ils l'ont déjà. Ça c'est chez eux, mais que c'est beaucoup plus lié à d'autres types de choses. Ok. Nous avons une question de Oumar Samba Baldé qui dit pourquoi il y a une sorte d'alliance entre la communauté Peul, entre parenthèses Koufa. Je pense qu'il fait référence au groupe de Koufa, Katiba Massina, et celle de Iyad Adgali. Euh, Ouais. là, ça doit être le GESIM, Là, je c'est pense, le groupe de aussi, soutien aux ouais, musulmans et à l'islam. tout à fait. Non, ça a été une stratégie parce que les deux, au départ, il est difficile de le dire parce que Yad Agali, ça, j'ai eu la chance hein, d'avoir des temps énormes d'échanges avec ce monsieur. Il a été impliqué dans beaucoup de choses, mais j'ai eu
je dirais pas bon, c'est une chance, peut-être, c'est pas une malchance, mais d'avoir le temps pendant une semaine entière, presque tous les jours, on discute. Tous les jours, il égorgeait des animaux pour moi, chez lui, et de discuter de beaucoup d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec ça. Il y a beaucoup de choses, j'étairais, mais il n'y a aucune velléité, il n'avait aucun signe qui montrait qu'il pouvait devenir ce qu'il a été, un chef religieux et qui va prôner le djihad au niveau du Mali, mais aussi ailleurs. Ça a été je crois qu'un concours de circonstances énorme parce que les deux ont été acculés. Au départ, quand il y avait, Iyad avait lutté contre la rébellion Touareg. Il était opposé à la rébellion Touareg. Parce que l'attaque de Gao a été un élément fondamental de l'alliance qui a été créée par la suite. Parce qu'il y a ceux qui voulaient instaurer la charia qui ont été presque suscités par les autorités du Mali, parce que c'est ce qui s'est transposé aussi au Niger ou au Burkina malheureusement, et ceux qui étaient venus pour conquérir le pouvoir et qui avaient l'aval aussi de la communauté, d'une partie de la communauté internationale, et pour des raisons que nous connaissons. Donc ça, je crois que cette histoire, on ne vient pas là-dessus. On sait bien que la séparation avait été l'argument fondamental d'attaque de l'armée malienne et de tout ce qu'il y a eu comme occupation au départ. Alors, les mouvements qui ont été presque suscités par des autorités administratives ou d'autres acteurs qui ne voulaient pas la division d'un pays comme le Mali, ceci ne pouvait se faire à l'intérieur de la communauté qu'avec des arguments. Et l'argument aussi pour allier la cause d'autres personnes, c'était l'argument religieux qui a été évoqué. Parce qu'au départ, les gens ont dit, nous protégeons. Avant, la rébellion, c'était entre les Arabes et la partie de la communauté touareg qui se sont soulevées. Parce que c'est les communautés arabes qui se sont opposées. Mais cette fois-ci, c'était à l'intérieur de la communauté. Donc, la cause religieuse est sortie chez Yad en tant que garant de l'intégrité territoriale du Mali. Parce que quand il a été, il est sorti pour la première fois, c'est de dire, nous ne voulons pas une séparation de l'Azawad et du reste, enfin, de la zone Azawad et le reste du Mali. Mais plutôt, pour nous, l'élément qui va nous lier, c'est la charia. Et ça, c'est aussi lié à autre chose. Donc, Koufa, quand lui, il a suivi, en fait, l'exemple de Yad, même s'il avait l'intention, il n'avait jamais osé franchir le pas. Donc, quand il avait commencé à intervenir, il a tout de suite mis en avant cette cause religieuse pour non seulement permettre la formation de ses troupes, mais aussi l'accès aux armes. Parce qu'il savait que les communautés touareg avaient l'accès aux armes, que ceux qui sont pour le séparatisme, ça n'arrange pas du tout le côté de sa zone, lui, à Mopti, dans la zone de Mopti, où il devait commencer sa lutte pour redescendre. Et donc, il a très vite commencé ces alliances-là pour la formation de ses troupes, mais aussi pour aider à accéder à des armes. C'est que lui, il n'avait pas la possibilité de faire. Un, parce qu'il n'avait pas les moyens, et deux, parce qu'il n'avait pas aussi les compétences militaires pour pouvoir agir à ce niveau-là. Donc, je pense que ça a été un élément déterminant de l'alliance. Mais cette alliance-là, elle est très compliquée parce que les causes ne sont pas les mêmes et les zones, les communautés, les zones ne sont pas les mêmes, les causes ne sont pas les mêmes. Mais à la fin, je pense que c'est la survie. Maintenant, c'est l'instinct de survie qui aide à maintenir cette alliance-là. Et c'est contre nature, à mon avis, parce que les causes n'étaient pas les mêmes. Mais il y avait un élément qui pouvait les lier, c'était la religion. Excellent. Merci, professeur, pour l'éclairage. J'espère que monsieur Baldé a eu réponse à sa question. On a une autre question de Mohamed Dieng qui dit n'avez-vous pas peur que la crise terroriste du Burkina Faso dégénère en conflit identitaire, ciblant principalement les Peuls, qui sont, selon lui, trop souvent et justement assimilés à des groupes terroristes? J'ai aussi un petit problème aussi avec la qualification de ces groupes. Est-ce que c'est du terrorisme? Est-ce que c'est du djihad? Qu'est-ce que c'est?
Parce que si c'est du terrorisme, tout le monde est capable de porter la terreur, normalement. Ouais, Même un État peut faire la terreur. Mais bon, tout à fait. avant de répondre à ma question, on va prendre celle de Monsieur Dieng, Ouais. qui s'inquiète de la dégénérescence du conflit en conflit identitaire qui va cibler principalement les Peuls du fait de leur stigmatisation comme djihadistes ou terroristes naturels. Oui, 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 en même temps, c'est déjà fait, hein, mais peut-être qu'on a encore le moyen d'éviter que ça ne dégénère complètement. Mais c'est déjà fait. Il y a beaucoup d'exemples c'est pas seulement le Burkina Faso, mais aussi au Mali, parce que ça a commencé, cette stigmatisation. Il faut reconnaître, ça a commencé au Mali, parce que quand on commence à faire des spots à la télévision nationale, ça veut dire qu'on sait déjà qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Quand on parle à la radio pour dire ne stigmatisez pas, on est en train déjà de stigmatiser. Ça a vraiment systématiquement dans certaines zones un peu le vivant seul, le monde du geste, on pense qu'il y a de connivence avec ceux qui sont en train de se battre à Mopti ou ailleurs. Et donc, ça a créé des problèmes et ça a été aussi à l'origine de certaines parties de cette communauté Peul qui pacifiquement étaient assises en train d'assister et qui finalement est obligé de s'impliquer parce qu'on l'a déjà traité aussi de terroriste. Donc, c'est déjà fait, mais je crois qu'il y a encore moyen de reculer. Et d'ailleurs, le cas du Burkina a été un peu plus poussé, ça allait trop vite par rapport à la situation que le Mali a connue. Et là, le Niger a un peu plus maîtrisé cette stigmatisation dans la communauté pour plusieurs raisons. Parce que aussi, il y a le nombre, mais aussi il y a un peu la manière de gérer les problèmes à atténuer un peu l'accélération de cette stigmatisation. Mais la communauté peut a été stigmatisée. Et il y a eu une résistance, il y a eu d'autres communautés qui ont agi pour éviter que ça dégénère, mais je crois que l'administration publique a une responsabilité, les États ont une responsabilité par rapport à ce qui s'est passé à ce niveau-là. Parce que la mauvaise lecture de la situation a amené même à qualifier certaines localités, certains villages Peuls, des villages ennemis, d'autres villages des villages amis, parce qu'il n'y a pas de Peuls là. Et donc, jusqu'où on est parti. Hein. Et donc, je pense que la gestion euh, est en train d'être petit à petit menée, mais le mal a été déjà fait. Il faut travailler encore énormément pour recoudre le tissu social dans certaines zones du Burkina Faso, mais du Mali et ailleurs. C'est vrai qu'il y a la concentration dans les zones où cette communauté vit, mais il y a beaucoup aussi qu'on a poussé à être dans ces mouvements-là. Voilà. Donc, la stigmatisation, je ne dirais pas qu'il y a les risques. Les risques est avéré parce que ça existe déjà, mais que nous avons la possibilité de recoudre le morceau parce que c'est pas complètement déchiré. Mais c'est beaucoup fendu, en tout cas. Parfait. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez... Ah, il y a deux questions de Monsieur Oumar Baldé, encore. Ne pensez-vous pas que ces conflits d'intérêts ont viré vers des conflits communautaires? Alors, enfin, je pense que c'est plutôt le contraire. On est parti des conflits des ressources Ouais. vers Ouais. les conflits communautaires. Ouais. Mais Non, il pose la tout question à de fait. savoir, Tout à fait, parce que on a focalisé, je crois que je l'avais dit au départ, on a focalisé, euh, on a, on a mis dos à dos les communautés Dogon et les communautés Peul, la communauté et, Peul. qui ne sont pas les seuls dans cette région. C'est parce que je crois que les associations ont été très instrumentalisées aussi à ce niveau-là, où il y a eu des types de comportements qui ont aussi poussé leur propre communauté à s'ériger contre l'autre. Comme je l'ai dit, pour que les autres communautés dans la région n'ont pas été aussi stigmatisées de part et d'autre de cette façon. Parce que c'est allé dans les deux sens. Puisque c'était une opportunité pour certains, définitivement, pour certaines communautés de quoi il faut le dire, de se débarrasser définitivement
l'expression, je l'ai dit parce que je l'ai entendu aussi plusieurs fois, mais je répète, hein, c'est pas mon expression, de dire de se débarrasser de ces encombrants peuls une bonne fois pour toutes et les animaux qui détruisent nos champs. Et donc, on profite pour non seulement les pousser hors de la zone, mais aussi aider à récupérer ces animaux qui les permettent justement d'agir et de faire ce que nous faisons. Donc ça aussi, il Professeur, faut reconnaître que ça a il y a été aussi diffusé. Il y a Monsieur Oumar Baldé qui ajoute justement à ce que vous venez de dire que c'est fréquent au Mali. Je ne sais pas s'il a été au Mali, mais il fait l'argumentation là que c'est fréquent au Mali d'entendre que l'armée est venue dans un marché hebdomadaire et a arrêté plusieurs hommes peuls. Est-ce que ça, c'est des réalités, par exemple, qui auraient contribué à l'effervescence du conflit? Oui, ça peut, ça veut dire que ça peut, c'est difficile de situer où est la cause, où sont les conséquences par rapport à cette situation. C'est vrai que c'est par rapport à la stigmatisation qu'il y a eu énormément d'erreurs aussi. Il y a eu énormément d'erreurs qui ont été utilisées aussi par ces différentes communautés pour exacerber ces conflits communautaires. Ce que je viens de dire, les Peuls ont été stigmatisés dès le départ. Parce que déjà, si vous avez quelqu'un comme Amadou Koufa au devant de la scène et puis certaines personnes, à cause d'eux, on a déjà stigmatisé dès le départ. Et ce qui a été la grosse bévue qui a été commise aussi bien par une certaine administration publique que des organisations qui se sont intéressées à la question de la gestion des conflits. Mais en même temps, puisque au niveau au niveau des communautés sédentaires comme les Dogons ou d'autres, et on a aussi fait croire que la situation qui est en train de se passer au niveau de la communauté Peul, c'est contre eux, parce que c'est eux qui ont un certain nombre de pratiques de culte qui ne sont pas des cultes de pratiques musulmanes, et deux, c'est parce que eux, c'est parce qu'ils ont trop poussé les champs qu'aujourd'hui les peuples ont du mal à pouvoir vivre sur ces territoires-là. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont été entretenues. Et l'État, avec la lecture que les gens ont eu dès le départ, je peux vous donner des exemples, avec une haute autorité à l'époque avec qui j'avais voyagé, mais qui avait une lecture, ils étaient en train de préparer des choses. S'ils l'appliquaient, je pense qu'on n'aurait même pas dû être là. Wow. Parce que les gens avaient déjà tracé des villages et qu'ils appelaient village ennemi. Ça fait déjà presque 7 ou 8 ans que cette scène s'est passée. Et ils voulaient agir avec ça. Et agir avec ça, ça veut dire que si c'est dominant, et quand on regarde ces villages que je connais très bien, quand on regarde ces villages, les découpages qui avaient été faits, les villages où il y a une domination de Peul, où c'est un village exclusivement Peul, la plupart étaient dans cette catégorie-là, de considérer comme étant compliqué à gérer. Donc, si c'est compliqué à gérer, ça peut être là. Alors, c'est une analyse d'individus, je ne sais pas quelle était l'intention, mais qui vont alimenter les décisions de l'autorité politique et administrative avec ces genres de décisions. Et finalement, ça tombe dans les mains de l'autorité militaire qui a le devoir de défendre ces communautés. Et donc, il s'est dit aussi, voilà, ça c'est l'origine du problème, c'est là. Si on neutralise cette communauté, on va finalement finir le problème. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Et il y a eu des exemples où il y a certainement eu des bévues. Il y a eu des exemples aussi où la situation s'est avérée vraie, mais c'est dû au fait que la capacité de lire le problème, c'est pas évident. Et je crois que le Mali n'a pas été beaucoup aidé, mais le Burkina aussi dans la même situation, par les personnes qui ont été au devant de la scène pour proposer des solutions à ces problèmes-là. Donc, beaucoup de gens n'ont pas été écoutés parce que la lecture qu'on avait par beaucoup de chercheurs ou pour d'autres aurait pu permettre justement d'éviter que ça ne se gangrène et que ça ne se transforme en conflit communautaire tel qu'on est en train de vivre. Quoi qu'on dise aujourd'hui, il y a un conflit communautaire, il y a une identité communautaire derrière, pratiquement entre Peul et puis Dogon. On peut tout dire, mais on sait qu'il y a un problème qui existe aujourd'hui. Et on ne parle même plus de problème Touareg, en tout cas, parce que tout simplement, bon, on parle de Yad, mais en tant que leader religieux, on ne parle plus en tant que leader, mais là, au niveau de Mopti et dans la zone de trois frontières, on parle très bien de Peul et de Dogon. Et là, c'est le signe que
euh, il y a eu des bévues et les autorités ont aussi la responsabilité par rapport à ça. Par rapport à ça. Parfait. Vous avez les remerciements dans le chat de monsieur Baldé qui a l'air satisfait de vos réponses. Je voudrais encore prendre quelques questions. Je ne sais pas s'il y en a encore. Est-ce que vous avez encore des questions? Sinon, on va bientôt remercier le professeur pour les éclaircissements qu'il nous a apportés ce jour. Alors, je ne vois pas de questions. Professeur, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui? Non, merci. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu dire. On aurait pu être beaucoup plus général, mais j'ai voulu aller parce que les discours classiques, on les entend partout. J'ai voulu être un peu plus détaillé sur certaines dimensions, justement pour qu'on puisse euh, les débattre et voir un peu comment les choses se font. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'informations erronées autour de cette problématique de cette problématique communautaire qui est en train de polluer la vie à beaucoup de gens. Mais je pense que pour moi, il n'est pas trop tard parce qu'encore, on a la possibilité, à travers la recherche, à travers les réflexions, d'aider les décideurs à comprendre que ce problème a une autre origine et que ce problème ne doit pas continuer à être perçu comme étant une gangrène qu'il faut couper. Si une communauté est éliminée, entre guillemets, du jeu, ça va permettre d'arrêter le problème. Le problème est beaucoup plus profond. Les questions de fond doivent être gérées. L'injustice, la justice doit jouer son rôle parce qu'elle a été un instrument fondamental de l'injustice sociale qui a créé beaucoup de choses et que l'administration publique a joué un rôle important et que même si on règle le problème là aujourd'hui et que l'administration publique joue ce rôle que le colonisateur a joué depuis tout le temps, et on va toujours revenir à la même situation. Et aujourd'hui, tant que nous ne réglons pas les problèmes des jeunes, on ne peut pas du tout résoudre ce problème-là. Donc ça aussi, ce sont des faits sur lesquels on doit continuer à chercher et à informer les autorités pour aider à ce que ce conflit soit géré de la manière la plus adéquate. Parce qu'on a eu peur pendant longtemps. Des gens comme nous avons crié sur tous les toits, faites attention, ce problème-là, si on ne le gère pas, on va aller vers un conflit de valeurs. Et dès qu'on atteint le niveau de conflit de valeurs, le problème devient extrêmement difficile à gérer. Je pense qu'on y est, mais au bout. Mais je pense que ça n'a pas atteint un niveau où on peut dire que la cause est perdue. Et donc, il y a un travail à faire. Il faut travailler sereinement. Mais je crois que la recherche doit continuer à faire son travail et de mettre les informations à la disposition pour que les décisions soient des décisions informées par la réalité des terrains et non par juste la subjectivité qui est en train d'être le guide aujourd'hui de l'ensemble des actions, en tout cas la plupart des actions qui sont menées dans ces zones-là. Voilà donc ce que je peux dire. Donc bon courage à tous ceux qui font des travaux là-dessus. N'hésitez pas à les partager parce que ça peut aider à sauver des vies et à sauver aussi la stabilité dans beaucoup de zones dans nos pays, particulièrement le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il y a d'autres pays qui ont les mêmes problèmes, les mêmes communautés, la même problématique, mais qui ne vivent pas ça de cette façon. Je dis, il y a 11 pays africains pratiquement qui ont des communautés et au-delà, mais je crois que si ça s'est exacerbé ici, c'est pas par rapport au nombre, mais c'est par rapport aussi à la manière dont la situation est gérée. Voilà, bon courage à tout le monde et on reste en contact. Merci, merci à tous, merci au professeur pour ces éclaircissements. Et je profite pour dire que ceci n'est que le début des séminaires du BCS, c'est un premier. Il y a d'autres qui vont suivre, donc vous serez toujours invités par les mêmes canaux pour assister aux prochaines séances, si Dieu le veut. Karamako, je veux dire Aniche Idansoro, comme on le dit au Mali. Aniche, merci beaucoup. Merci à Merci. tous. Au Voilà. revoir. Au revoir, Merci. bon après-midi. Hein? Merci, au revoir.